Et on va passer au dernier point de ce séminaire, c'est la robotique. C'est quelque chose de nouveau. Peut-être pas pour les STI, en tout cas c'est assez nouveau dans l'enseignement et en tout cas même très nouveau dans son introduction à l'école primaire. Donc nous n'avons pas, comme pour les activités précédentes, des expérimentations faites en classe. Donc on va vous présenter un certain nombre de robots et puis les principes de la robotique pédagogique, en tout cas ce qui nous semble intéressant de faire avec les élèves et je dirais de l'école maternelle au lycée. À l'issue de cette présentation, que je vais faire de manière générale, et puis Laurent après prendra la main pour présenter les différents robots qui peuvent être utilisés dans les différents niveaux d'enseignement, bon, vous aurez la possibilité de venir ici puis de tester, si vous n'avez pas encore vu, et manipuler ce type de robot. À l'issue de cette présentation, dans le programme était proposé une table ronde. Bon, Gilles Brown viendra à table ici et puis nous échangerons sur toutes les activités qui ont été présentées ou tous les thèmes qui ont été débattus durant ces 2 journées. Donc il n'y a pas de thématique particulière à la table ronde que nous proposerons. Bon, je sais qu'il y a des professeurs d'STI dans la salle, donc je ne répondrai peut-être pas de façon tout à fait exacte. C'est en tout cas une question que l'on peut poser à des élèves avant d'entamer un tel enseignement. Qu'est-ce qu'un robot ? Et c'est vrai que la définition n'est pas facile à donner, elle a même évolué au cours du temps. Alors, on peut penser aux robots de cuisine, hein, c'est en tout cas le vocabulaire qui est utilisé, hein, on parle de robots... de robots aspirateurs. Enfin bon, c'est un vocabulaire qui est utilisé dans l'électroménager. On peut penser à un robot un peu plus courant, c'est le robot qui est utilisé en industrie, qui a pour fonction de répéter de façon égale un certain nombre d'opérations, donc qui rend la tâche du travail plus facile. Et puis des robots dits un peu plus intelligents. Donc ça c'est le robot fabriqué par Honda, je crois, qui s'appelle Asimo. Les professeurs de technologie doivent... c'est bien ça, vous me corrigez hein, si je... pas d'erreur. Qui est doué d'une certaine intelligence entre guillemets, qui effectivement répond à un certain nombre d'actions qui lui ont demandé d'être faites à l'aide d'un programme. Et on peut dire que là que le codage est l'âme de ce robot. Donc, alors j'ai dit que les robots étaient introduits dans les programmes scolaires, on parle surtout de codage, en tout cas c'est la première fois que l'on parle de codage à l'école et dès le CE2. Alors, je n'ai pas l'expression exacte qui est utilisée dans le programme de cycle 2, mais c'est codage et déplacement d'un objet dans le plan ou dans l'espace. Bon, alors c'est vrai que pour les premiers robots que nous allons vous montrer dans un instant, ce sont des exercices qui peuvent tout à fait être réalisés sans robot, sans électronique. Ce sont des exercices du type où vous avez un élève qui se trouve sur un échiquier ou sur une marelle, et puis on lui demande, qui répond à un certain nombre d'opérations, avance, recule, va à droite ou à gauche. Donc on peut déjà faire ce type de codage avec des élèves dès l'école maternelle. Alors, ce qui est important de voir avec les élèves, c'est que la notion de robot, les robots se trouvent un peu partout dans le monde qui nous entoure. Hein. On l'a vu tout à l'heure dans une cuisine, mais également dans des usines. On peut donner des exemples de robots dans la mer, des robots dans l'espace, et de manière... Voilà. Et donc, il nous semble assez important d'expliquer aux élèves le comportement des robots, comment ils agissent et quelles sont les règles qui permettent de donner comme action à ces différents robots. Alors, en pédagogie, puisqu'ils sont introduits dans les programmes, qu'est-ce qui nous semble important ? Comme je l'ai développé hier, vu sur un exemple sur les boîtes noires, l'exercice qui consiste à
à mettre en œuvre des démarches expérimentales, successivement d'une observation, l'interprétation et des conclusions, nous semble extrêmement important. Alors je sais, ce sont des opérations que vous avez l'habitude de manipuler couramment en technologie, en mathématiques un tout petit peu. C'est en tout cas des préconisations qui sont données dans les programmes scolaires depuis des décennies. Les robots permettent plus facilement de rentrer dans ce type de démarche, et cela dès le plus jeune âge, puisque bon, Laurent va vous montrer par exemple le premier robot, là, le blanc, là, le robot Timio, qui a un certain nombre comment est-ce qu'on peut dire, de comportements qui sont préprogrammés, et ça peut être extrêmement intéressant de faire manipuler des élèves et de comprendre leur comportement en fonction de l'environnement dans lequel se trouve ce robot. Une autre compétence qu'on essaye de développer chez les élèves, et cela à tout âge, et tout récemment, particulièrement en mettant en place un nouvel enseignement d'exploration en classe de seconde et de spécialité en première, informatique et création numérique. Bien, alors nous poursuivons avec une démonstration plus concrète, et je laisse la parole à Laurent. Voilà, donc concernant donc les robots, nous avons à la DAN fait l'acquisition donc de 6 ou 7 robots, même un peu plus, et nous avons, je dirais, expérimenté par nous-mêmes un petit peu les fonctionnalités et imaginé un petit peu quelquefois les usages pédagogiques que l'on pourrait faire avec ces différents robots. Donc de la manière où vous les voyez, ils sont un petit peu classés par ordre, je dirais par cycle. Donc en commençant plutôt par le cycle 1 et en finissant, je dirais, pratiquement jusqu'au lycée, quoi. Donc le premier robot, c'est le robot Bibot, donc, qui correspond donc à un usage très simple, très basique, mais idéal, je pense. Enfin, on pense pour les enfants, donc à partir de 3 ans, quoi, grande section, je crois. Oui, c'est ça, 3 ans. Petite section, donc 3 ans, ouais, 3 ans, 3, 4, 5 ans, ouais. Donc en fin de compte, il y a juste des... c'est un codage à partir d'appui sur des boutons. Donc je vais tout de suite jouer pour vous montrer un petit peu rapidement. Je ne sais pas si le caméraman va pouvoir voir. Alors le principe, c'est aussi, si on le voit effectivement, d'avoir un tapis de sol, souvent, pour pouvoir accompagner donc, le robot sur donc, des explications pédagogiques sur différents thèmes, hein. Donc dans ce cadre ici, on a un quadrillage, un tapis quadrillé, donc, qui permet de suivre le déplacement du robot, puisque ce robot a un déplacement par pas de 15 cm et des rotations de 90 à 90 degrés. Donc vous allez vite comprendre. Donc le positionnement du robot est à partir, donc il faut l'allumer bien sûr, mettre le son également si on veut interagir. Et à partir donc d'une consigne particulière, donc il est possible donc de le faire déplacer par donc l'appui donc sur un des boutons donc de déplacement et d'avoir l'action immédiate en appuyant sur Go. Donc l'ensemble de ces fonctions peuvent être combinées. Si je veux effacer, donc j'appuie sur la croix donc bleue qui permet de réeffacer et de pouvoir rendre un peu plus complexe le déplacement en faisant une séquence d'appui. Donc aller tout droit, tourner à droite, tourner à gauche, avancer. Et donc là, j'ai donc 4 séquences d'action. Et je fais Go pour pouvoir combiner. Voilà. Donc voilà. Donc voilà le fonctionnement assez simple. C'est vraiment pour le primaire et c'est quelque chose qui peut être très ludique. Moi, j'ai expérimenté avec un enfant de 3-4 ans, effectivement, chez des amis. Et franchement, il y a eu un intérêt assez impressionnant. Déjà, de découvrir le robot et ses déplacements
pour avoir un petit peu de latéralisation, comme on dit. Dès que le robot commençait à être dans un sens, je dirais, face à l'enfant, il y avait des questions qui se posaient et on voyait même l'enfant suivre le robot pour pouvoir se repérer, quoi. Donc voilà un petit peu, donc c'est très enfantin, mais agréable, et les activités sont souvent, c'est du codage, mais souvent c'est introduit dans les expérimentations qui sont faites en métropole par aussi bien donc en lecture, en mathématiques, sur des repérages. En fin de compte, c'est le tapis de sol qui va fixer un petit peu la thématique sur laquelle on travaille avec ce type de robot. Donc, voici un petit peu donc, les caractéristiques du Bibot. Le deuxième robot, un petit peu qui donc est évolutif, mais qui reprend, qui est dans la continuité du Bibot, donc c'est le Bluebot. Le Bluebot, donc, qui a une même représentation, sauf qu'il est transparent, donc déjà on peut voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, on peut identifier ou voir des composants donc, que l'on ne voyait pas donc, dans le Bibot. Et il a les mêmes fonctionnalités de base que le Bibot, sauf que lui, il a une fonctionnalité assez intéressante, c'est-à-dire qu'on peut interagir à distance. À savoir, il est connectable par Bluetooth. Donc là, il est allumé. Alors, ce qui serait bien, donc je vais, à partir de la tablette, je vais vous montrer un petit peu rapidement. Donc, sur la tablette, il y a une application en ligne, gratuite. Non, qui n'est pas en ligne, hein, autant pour moi, elle est téléchargée. Voilà. Donc, cette application s'appelle Bluebot. Voilà, c'est dans le bon sens. Voilà, donc l'appairage, donc c'est fait. Vous pouvez le voir par l'application en haut là-bas. Donc le Bluebot est appairé donc avec la tablette, et à partir de là, donc j'ai un fond d'écran qui va être mon tapis de sol en fin de compte sur la tablette. Et à partir de là, j'ai pas mal de fonctionnalités possibles et des niveaux évolutifs et assez intéressants et assez bluffants. À savoir, à partir de là, donc, je déplace ma Bluebot donc, sur une zone de départ. Et à partir de là, donc, j'ai toutes les commandes que j'avais sur le dos de la Bluebot. Et je vais pouvoir inscrire mon programme, mon séquencement de programme qui va s'inscrire sur la partie gauche du tableau. À savoir, donc, un avancement. Donc là, je suis au niveau 1, donc ça veut dire que chacune des actions se fait au fur et à mesure. Mais on peut passer à un niveau un petit peu plus élaboré, comme je vous l'ai montré. Et là, c'est une suite donc d'actions qui va me permettre de le faire bouger. Voilà, donc on le voit se déplacer effectivement sur la tablette et en même temps donc sur le tapis de sol pour pouvoir vérifier effectivement que l'action demandée a bien été est bien réalisée. Donc c'est un moyen effectivement de vérifier ce que l'on a programmé eh bien, qui se réalise correctement. Voilà. C'est évolutif, donc là je suis au niveau 2, je pourrais passer au niveau 3, donc là où j'ai des notions de boucle qui apparaissent. Donc à partir de là, pareil, je fais des actions, mais cette fois-ci, donc j'ai un paramètre là-haut, plus avec le crochet, qui me permet de faire une boucle. Au lieu de répéter 3 fois le fait d'avancer, donc j'intègre cette notion et je dis que je vais répéter 3 fois. Et par la suite, continuer mon programme par une autre fonction. Et je fais Go, et c'est parti. Donc voilà, donc un niveau un petit peu plus élevé de réflexion et sur la programmation, donc où il y a des notions de boucle et de répétition qui sont programmées. Voilà. Et pour aller plus loin, niveau 4, donc là où on intègre des notions donc, de rotation, et cette fois-ci à 45 degrés. Donc cette fois-ci, il y a 2 parties qui viennent être rajoutées donc, au bouton de commande.
et on peut rajouter effectivement des inclinaisons. Voilà. Donc là, cette partie-là, c'est une partie d'exploration, c'est-à-dire qu'il est dans l'apprentissage, et au fur et à mesure, donc, on complexifie, je dirais, le niveau de difficulté de codage. L'avantage qu'il y a, donc, après, c'est qu'il y a le mode challenge, où là, effectivement, c'est plutôt un mode expérimental. On a exactement le même niveau. Bon, là, il est toujours en explore. Voilà, faut que j'appuie. Voilà, là, je suis en mode challenge, et j'ai 4 niveaux donc, de challenge. Donc là, comme l'indique le schéma, je dois partir d'un endroit et essayer de coder pour arriver au drapeau d'arrivée. Donc je suis situé ici. Donc l'élève sait d'où il part, il sait où il doit arriver, donc il va jouer avec les flèches. Le niveau un petit peu plus compliqué, donc c'est au niveau de l'exploration, cette fois-ci. Non, c'est pas celui-ci que je voulais vous montrer. Donc c'est assez évolutif. Et il y en a quand même un qui est assez intéressant. C'est le fait de pouvoir inhiber des déplacements. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on ne peut plus avancer. Donc, par rapport à un point de départ et un point d'arrivée, trouver la combinaison qui fasse que la souris puisse arriver là-haut. Donc là, c'est un niveau quand même un peu plus élevé. Donc là, je pense que tout le monde a trouvé la solution. Non, ou j'interroge quelqu'un? Non? Eh bien, effectivement, on va essayer d'y aller en marche arrière. Alors, je ne sais pas, il y a un moment donné, si effectivement, il va falloir qu'on se pose la bonne question, si c'est à droite ou à gauche. J'essaye ça, et j'essaye. Pas sûr que ça marche. Mais bon, là, c'est quand même un niveau un petit peu plus complexe, effectivement, de trouver que sans pouvoir avancer, eh bien, il va falloir que je puisse y aller en marche arrière, quoi. Bon. On essaie de voir si je me suis trompé ou pas. Non, non, j'ai répété toute la... Eh ben non. Voilà, c'est perdu. Donc, je ne suis pas encore bien latéralisé. Et puis, un dernier aussi, pour finir donc avec celui-ci, c'était, si je me... 45 degrés, c'était pas ça. Bon, je sais plus, mais enfin, vraiment, il est assez intéressant. Il y a aussi effectivement un paramétrage qui permet d'inhiber des fonctions comme vous le souhaitez, quoi. À savoir, j'enlève le fait de tourner à droite, tourner à gauche, une marche arrière, et je garde que 2 commandes, par exemple. Je valide ceci, et à partir de là, effectivement, je ne retrouve que ces 2 commandes pour pouvoir faire évoluer. Donc là, c'est vous qui pouvez faire des exercices, mettre des exercices pour chacun des élèves. Voilà. Voilà pour ce qui est du Bluebot. Voilà donc pour ce qui est du Bluebot. Donc c'est une évolution un petit peu du Bibot, et avec interaction donc sur commande en Bluetooth. Ah oui, alors voilà, c'est l'évolution. Le Bluebot, effectivement, l'évolutif aussi, c'est le fait d'avoir une commande possible à partir de ce que l'on appelle un bundle. Donc c'est une tablette donc, qui est reliée donc, au Bluebot par... Donc je vais l'allumer bien sûr, il faut toujours... Voilà. Donc relié avec le Bluetooth. Donc j'ai un voyant bleu, voilà. Les yeux bleus donc, de la souris donc, indiquent qu'il est relié en Bluetooth. Et à partir de là, j'ai des petites cartes donc, qui représentent les déplacements, donc avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche. Et celui-ci, alors je ne sais pas si vous allez voir dans le bon sens, voilà. Donc je dois orienter effectivement je dois orienter pour que la marque TTS là, puisse être dans le même sens que ma tablette. Et à partir de là, donc je fais des positionnements. Donc j'avance, je recule et je tourne à droite. Voilà. À partir de là, donc je peux appuyer donc sur le bouton vert là qui me transmet le code donc à la souris. Voilà. Et c'est parti.
Voilà. J'avance, je recule et je tourne à droite. Voilà. On peut combiner 3 petites tablettes comme ça, donc pour avoir un petit programme. Là, vous avez 10 places, donc vous pouvez avoir jusqu'à 30 instructions donc, mises en série. Alors l'avantage là, c'est que j'ai codé donc, de gauche à droite. Et si vous retournez chacune des cartes, vous pouvez, pour les élèves qui auraient plus de facilité en lisant un programme de haut en bas, donc je retourne la carte et je peux programmer de haut en bas. Donc ça, donc c'est aussi intéressant. Voilà, ils sont positionnés. Alors je vais les changer pour pas que ce soit exactement la même configuration. Et voilà, et j'appuie et c'est parti. Donc il avance, il tourne et il recule. Voilà. Donc voilà, très pratique aussi. Donc je pense que c'est effectivement donc un moyen évolutif par rapport donc au format, enfin au mode Bibot. Après on passe à la barrette donc de programmation et on peut passer après cela donc au niveau donc de la tablette. Le Bluebot, on estime effectivement que c'est du cycle 2 au cycle 3. Hein, on peut finir au cycle 3 avec la tablette, puisqu'il y a quand même des possibilités assez intéressantes. Voilà pour ce qui est du Bluebot. Le prochain, alors très rapide, parce qu'on ne l'a pas franchement expérimenté longtemps, mais les professeurs de maths auront peut-être un intérêt, puisque c'est donc toujours dans le même... C'est toujours la marque TTS hein, qui fait ça, des Anglais. C'est le véhicule donc, qui est programmé à partir du langage Logo. Donc certains connaissent. Donc c'est un langage un petit peu plus évolué effectivement que ce que l'on pouvait voir sur Bluebot. On retrouve les mêmes... Voilà. On retrouve à peu près les mêmes instructions, donc Go, déplacer vers l'avant, vers l'arrière. Il a en plus donc des touches, puisqu'on peut donner des angles et des distances différentes. Hein, je vous rappelle que sur la Bluebot et la Bibot, c'était 15 cm et un angle de 90 degrés ou de 45 degrés. Sur donc, la Probot, donc, ce véhicule s'appelle le Probot, eh bien, on peut faire régler, je dirais, l'angle de rotation et les déplacements comme on le souhaite. Quoi. Et alors voilà, donc la grande particularité est surtout effectivement, je pense, pour laisser une trace du déplacement, donc qui peut être intéressant en mathématiques, c'est le fait de pouvoir insérer donc un stylo au centre du véhicule, donc sur l'axe des roues donc du Probot. Donc voilà. Au niveau du programme aussi, il y a donc un langage particulier, donc le Logo, mais qui peut être également donc inscrit et programmé directement sur la voiture. Hein. On utilise aussi un logiciel si on souhaite, donc le Probotix, donc qui est le langage Logo pour ceux qui connaissent. Et on peut également effectivement donc directement sur la voiture pouvoir entrer des lignes de code jusqu'à 40 lignes de code pour pouvoir faire déplacer le véhicule comme on le souhaite. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est donc du Probot. Donc là, pareil, le Probot, on peut aller jusqu'au cycle 3 et pourquoi pas commencer le cycle 4 hein, pour certains. On passe au robot qui me semble être très très intéressant et peut-être le plus intéressant et couvrir l'ensemble de beaucoup de cycles. Donc c'est le Timio 2. Qui justement a la caractéristique donc, de pouvoir montrer donc travailler sur... Alors, attendez, je vais suivre pour que vous ayez les informations en même temps. Voilà. Voilà à quoi ressemble pour le Probot le logiciel, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, le robot Timio 2, donc wireless. Donc c'est un robot éducatif programmable se basant sur 3 piliers, effectivement. Donc un grand nombre de capteurs intégrés.
Alors, j'ai pas la quantité, mais c'est énorme. Rien qu'en termes de capteurs donc de infrarouge, il en a 9, donc avec 5 devant, 2 derrière et 2 dessous. Capteur avec d'accéléro, donc tout ce qui est vibration, il détecte. Énormément de LED, donc voilà. Je l'allume, donc il a des capteurs donc capacitifs aussi, donc c'est pas la peine d'appuyer, c'est juste par tactile. Sa caractéristique effectivement, donc, c'est d'avoir donc un code couleur qui correspond à un comportement qui se rapprocherait du comportement humain. Alors, à savoir, il a 5 couleurs. Alors que je vous dise pas n'importe quoi. La couleur verte, donc, est celle où il suit un objet face à lui. Donc théoriquement, donc couleur vert, donc je sélectionne l'enregistrement et théoriquement il doit suivre ma main. Voilà. Donc s'il y a d'autres objets qui sont devant lui, donc on peut en mettre 2, 3 comme ça, ils peuvent se suivre les uns et les autres. Voilà. Donc c'est seulement face à lui. Donc ça c'est un des premiers comportements. Donc suivre. J'ai pas le nom exact du comportement, mais c'est voilà, il est suiveur. Donc je sors donc de ce comportement, je le change. Donc là, couleur jaune. Jaune, il explore le monde tout en évitant les obstacles. Donc là, cette fois-ci, alors il faut que je sélectionne. Voilà. Donc là, il va aller où il veut. Et à un moment donné, voilà, il voit un obstacle. Il change de direction. Alors là, il est pris au piège parce qu'il voit 2 obstacles. Voilà. Bon, voilà, ainsi de suite. Donc c'est un comportement d'explorateur. C'est assez intéressant pour les élèves de pouvoir travailler là-dessus parce qu'en fait, sans le savoir, enfin, là on commence à travailler sur des conditions. Si le robot est jaune, que fait-il? Alors, voilà. Donc là, on peut commencer à intégrer cette notion donc, de conditions et de boucle si, alors. Bon, on va pas tous les passer. Alors, il faut que je sorte. Voilà, je sors. Rouge. Donc rouge, qu'est-ce que ça pourrait bien être dans le comportement d'une personne? Donc c'est peureux. Donc à chaque fois qu'il voit quelque chose, si on veut aller vers lui, donc il recule. Voilà. Le prochain, donc, ça va être rose. Il suit les ordres donnés par les boutons. Donc là, effectivement, il est obéissant. Voilà, c'est le comportement obéissant. Bleu, normalement. Non, là, il est en bleu foncé. Je ne sais pas ce qu'il fait. Pas si obéissant que ça. Alors normalement, c'était rose, oui. Ah. Donc là, si j'appuie sur la flèche devant, il devrait avancer. Voilà. Si je lui dis de tourner, il tourne. Si je lui dis de reculer, enfin si je demande à ce qu'il recule, voilà. Donc là, voilà. Bon, et il y en a encore 2 autres. Il peut suivre une piste. Donc ça veut dire que si j'avais un tracé au sol noir, il pourrait suivre la piste. Et il peut réagir aussi au son. Alors, on va essayer. Parce que celui-ci est assez intéressant. Donc c'est bleu foncé. Là, on peut dire que c'est bleu foncé? Oui, là c'est bleu foncé. Donc là, il bouge. Et il faut que je fasse un petit claquement. Voilà. Donc ça le fait s'arrêter. Il va peut-être reprendre. Non, là, il est dans un autre comportement. Enfin bref, voilà. Donc tous ces comportements, donc c'est un moyen effectivement de pouvoir interagir avec l'enfant. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de fonctionnement. Là, en autonomie, sans ordinateur, sans tablette. Mais après, effectivement, on peut aller un peu plus loin, puisqu'on peut avoir, il y a une application donc, qui est installable sur Android et PC, et qui s'appelle Aceba, et qui permet de faire 3 types de programmation. Donc la première, c'est une programmation, ce qu'ils appellent VPL, donc c'est un langage de programmation visuelle. Je vous montre. Alors il faut qu'il soit allumé pour qu'il le reconnaisse. Il y a un petit dongle, donc connexion Wi-Fi qui peut se faire.
je ne l'ai pas pour l'instant, donc je vais le faire en câble USB. Je m'assois parce qu'il faut que je regarde en même temps le vidéoprojecteur. Alors voici l'application qui s'appelle Aceba Studio, donc pour Timio. À partir de là, donc vous avez la partie, différentes parties, donc différentes fenêtres. Pour être progressif, on commence par la partie en bas à gauche, chargée par le VPL, donc comme je vous disais. À partir de là, on a un interfaçage où sur la partie gauche, il y a tout ce qui est événement, et sur la partie droite, tout ce qui est action. Donc à savoir, à partir de là, donc je vais demander à avoir un événement donc, au niveau donc, des boutons de déplacement. Et je vais dire que si j'appuie sur le bouton marche avant, je veux qu'il y ait une action qui se réalise autour donc, de son déplacement. Donc le module déplacement que je viens mettre ici. Le position des carrés indique ce que va faire chacune des roues, donc avancer ou reculer. Donc je déplace le carré pour dire, par exemple, soit il va tourner, là je veux qu'il aille tout droit, donc voilà. Donc voici un petit peu donc, le programme que je demande, c'est-à-dire que dès que je vais appuyer sur le bouton donc avancer sur le robot, normalement il devrait se déplacer. Je téléverse donc, pour que ça puisse aller au niveau donc, du robot. Donc le téléversement est fini puisqu'il est passé bleu et rouge très rapidement au niveau donc, du robot. Ah oui, peut-être pas au bon endroit. Si, tu vois, pas facile. Donc là, si j'appuie sur le bouton avancer, il doit avancer. Il avance. J'ai pas mis de condition d'arrêt, donc il avance tout le temps. Donc ça, c'est pas très facile pour moi. Donc voilà, donc vous avez toutes les combinaisons possibles, donc agir également sur les capteurs. Donc on ne va pas tout faire, mais agir sur les capteurs donc, en face avant. Donc si je vois quelque chose, et là on peut agir sur chacun des capteurs. Hein. C'est ce qui est assez impressionnant hein, d'ailleurs. Hein. C'est voilà. Et la troisième carré, c'est agir sur les capteurs, donc, mais au niveau suiveur de ligne. Donc il reconnaît donc, le blanc, le noir ou le neutre ou le vide. Ici, effectivement, avec le capteur accéléromètre, on peut très bien le faire réagir rien qu'en le tapant dessus, comme quoi l'accéléro a été activé, et bien fera l'action que l'on lui aura donnée. Quoi. Le claquement de main également, comme je vous ai montré. Donc je vais passer vite là-dessus. On peut agir en action par des changements de couleur. Donc à chaque fois, on peut lui faire changer de couleur aussi bien sur la partie supérieure du capteur que sur la partie inférieure. Donc là, c'est dessus et dessous. Voilà. Donc on pourrait faire ça. Hop, on pourrait dire effectivement sur ce capteur-là. Donc il y a 3 états à chaque fois pour chacun des capteurs. Il y a, alors, il y a la partie neutre, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, je vais faire ce qui m'est demandé. Ou alors sur chacun des capteurs, on peut dire dès qu'il est allumé, donc dès que le capteur voit quelque chose, donc vous voyez qu'à chaque fois que je passe devant, il s'allume. Et sinon, si il ne voit rien. Donc c'est une condition forcée. Celle-ci, c'est quel que soit ce qu'il voit, quoi, que ce soit allumé ou éteint, il fait quelque chose. Donc là, si je fais dérouler ce programme, je peux jouer sur les 3 couleurs. Donc je veux qu'il soit une certaine couleur, donc sur le dessus. Je peux jouer sur toutes les couleurs. Et puis dessous, eh bien, je veux qu'il soit vert, par exemple. Voilà. Donc j'ai mis un événement, j'ai mis 2 actions. Donc sur la lumière, je téléverse. Voilà. Donc là, il ne voit rien du tout. Et normalement, si ça marche bien, dès que le capteur face avant va voir quelque chose, voilà, il va changer de couleur. Et là, j'ai mis une condition, c'est maintenu. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, il a eu la condition, il maintient cet état-là. Après, effectivement, comment je ferais si je voulais qu'il s'éteigne? Eh bien, là, c'est du séquentiel. Je remets une autre condition et je dis quand il n'y a rien, eh bien, je mets autre chose comme couleur, par exemple, quoi. Ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc c'est un événement, une action. D'accord? Donc voilà le mode basique un petit peu. Si on veut aller plus loin, on peut intégrer donc le mode expert qui intègre les états antérieurs.
Donc là, c'est un peu plus complet, à savoir que je peux forcer des états. Alors ça sert souvent, effectivement, peut-être à partir du lycée, où on commence à travailler sur les états antérieurs d'un programme. À savoir, ici, il faut que je... Enfin, c'est un peu le fait de mettre une variable, quoi. Une variable de condition pour pouvoir réellement avoir un événement. Mais ça permet effectivement de mémoriser un état ou de le désactiver si la variable n'est pas maintenue par rapport à l'état de l'action précédente, quoi. Donc voilà, bon, je vais pas aller plus loin. Là, on est dans le mode VPL, donc Visual Program Language, tout simplement. Donc je continue. Hop, je ne sauvegarde pas. Et on va passer à un niveau un petit peu plus enfin différent, peut-être pas forcément plus compliqué, mais différent. C'est le démarrage avec Blockly. Donc là, c'est de la programmation graphique. Voilà. Où là, cette fois-ci, maintenant, j'ai des événements, des actionneurs, des LED. Et là, je vais écrire vraiment un programme un peu plus complexe et conséquent. Donc là, je fais appel à des instructions avec des boucles, éventuellement, des actions. Voilà. Bon, je ne vais pas forcément écrire quelque chose, on n'a pas le temps, mais à moins que j'ai déjà un programme de télécharger. Pas sûr. Si, j'en ai. Mode VPL, mode avancé, détection. Voyons voir. Bon, voilà, quelque chose de très très simple. Alors, j'arrive pas à lire. Lorsque le bouton avant, donc celui donc, où on demande d'avancer, est appuyé, enfin est touché, commencez à rouler en avant avec la vitesse de 300. Donc ça permet d'avoir une vitesse. Je téléverse. Voilà. Et maintenant, donc, si j'appuie sur le bouton avancer, voilà, il avance. Si j'appuie sur le bouton central, il doit s'arrêter. Alors je recommence, il avance. Ah. Bon, c'est peut-être pas exactement ça. Enfin voilà. Donc là on commence. C'est ce que j'avais mis, non? Lorsque le capteur avance. Ah non, c'est le capteur avant. Pardon, autant pour moi. C'était pas le bouton. Voilà, détecte quelque chose, alors le moteur s'arrête. Donc c'est effectivement ce qu'il faisait. C'est-à-dire je le fais avancer. Et hop. Alors je ne sais pas si on voit. Donc le capteur avant donc, a détecté quelque chose. Voilà, il s'arrête. Bon, voilà. Donc voilà une autre forme de programmation qui est cette fois-ci proche qui est du programmation graphique. Et puis il y a possibilité d'aller encore un peu plus loin. Bon là, j'écrirai pas le programme, mais c'est en textuel. Donc là, c'est vraiment des lignes de code à partir d'ici. Donc là, on voit même déjà, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au programme que j'ai effectué, on voit un petit peu les lignes de code que ça donnerait lorsque l'on écrit réellement des lignes de code, quoi. Donc avec des instructions et des boucles when, avec une certaine norme d'écriture, égal, des affectations, enfin voilà. Donc ce Timio est assez riche et là on est déjà, je pense, au lycée quand même pour ce type de codage. Même si au collège, certains pourraient s'y mettre, hein, mais voilà. Donc voilà pour ce qui est de Timio 2. Je pense qu'on a fait le tour. Timio 2, il n'y avait pas autre chose. Donc voici pour Timio. Bon, la présentation, de toute façon, de tout ce que je vous ai dit, enfin, il y en a même un peu plus. Donc voilà, quand je parlais de Timio avec tous ces capteurs, hein, voilà, 5 capteurs infrarouges, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir, 39 LED, 5 touches capacitives, un capteur de température, un haut-parleur, un microphone, un accéléro 3 axes, enfin voilà, très très riche et intéressant. Le prochain, effectivement, donc, est celui donc, de chez Lego Mindstorm, avec lequel j'ai pas encore forcément beaucoup travaillé. Son intérêt, effectivement, c'est que là, on est dans la créativité un petit peu. Donc, c'est vrai que ça commence à être un peu plus riche. On a des capteurs et des actuateurs qui sont très intéressants, suiveurs de ligne, des ultrasons. Enfin, un ultrason qui permet de se repérer, de repérer les obstacles. Donc un accéléro également ici pour pouvoir travailler sur les différentes positions et
enfin voilà, et des servomoteurs pour pouvoir le faire se déplacer. Il y a des applications alors sur tablette et sur PC, donc il y en a 4 principales. V3 Programmeur, donc qui permet d'écrire les programmes, et c'est des blocs en fait, hein, c'est programmation par bloc. C'est un petit peu différent de ce que l'on vient de voir. Faut se familiariser avec, je crois. Enfin, c'est même sûr. Et par contre, ils sont paramétrables vraiment de manière très très fine, hein. C'est assez impressionnant. Et il y en a un qui peut être intéressant, donc c'est EV3 répare l'usine. En fait, c'est un. Alors là, on ne travaille pas avec le robot, mais on peut travailler avec les jeunes sur. Alors je peux peut-être vous le montrer vite fait. C'est sur la tablette. Donc j'ai dit qu'il s'appelait Fix the Factory. Donc ça, c'est une application hors ligne. Voilà. Et donc, vous avez différents exercices avec différents niveaux. Donc, si on commence par le niveau 1, on devrait tous réussir. Donc, l'objectif, effectivement, on a le robot. Il doit se déplacer et aller à un certain endroit. Et on a des actions en bas pour pouvoir le déplacer. Voilà. Donc, on voit que si on positionne, hop, la flèche déplacement. Donc là, j'imagine qu'il doit aller sur la partie rouge. Je le fais déplacer 2 fois et je valide. Et voilà. Et donc, premier niveau, on l'a passé. Il y a quand même 12 niveaux comme ça, et croyez-moi, il y en a certains niveaux, effectivement, qui demandent une bonne réflexion, un petit peu, enfin, c'est assez intéressant. Voilà. Donc ça peut être une... alors si je prends le niveau 6, par exemple, qui est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc là, on est dans une situation, effectivement, où on doit donc pouvoir se déplacer vers l'avant, à droite, à gauche. On a les pinces, hein, là, c'est les pinces se ferment et là, les pinces s'ouvrent pour libérer l'objet. Enfin, l'objectif, c'est de prendre les petits je dirais, objets donc, qui sont devant lui et de voir les positionner sur chacun des points pour pouvoir se libérer. Donc là, effectivement, il y a réflexion. Eh bien, je ne sais pas. Donc, je vais prendre l'objet. Et après, qu'est-ce que je fais? J'avance. Après, je tourne vers la droite. Ah non, je ne peux pas. Donc, je vais à gauche. Après, j'avance. Et je lâche. Mais il faut que j'aille chercher le deuxième. Je vais être bloqué. Bon. Je fais le grand tour. Je vais là, je prends là, je fais là. Voilà. Bon, ouais, ok. Donc voilà, donc il y a toutes ces combinaisons qu'il faut voir. Il y a aussi la combinaison. Alors ici, on ne peut pas aller en marche arrière. Donc ça, c'est parce que sinon, effectivement, il y avait la possibilité d'aller en marche arrière, arriver ici, le poser et puis repartir. Enfin bon, voilà. Donc c'est toute des conditions et des problématiques. Et c'est dans des problématiques comme celle-ci, effectivement, que l'on voit un petit peu les conditions pour le déplacement. Voilà. Bon, ça, c'était pour vous présenter, travailler sur Lego Mindstorm sans avoir affaire au robot, quoi. Donc voilà, je ne dirai pas beaucoup plus sur Lego Mindstorm. Je sais que certains enseignants travaillent en ISN avec. Il y a des projets qui ont été faits, il paraît, là-dessus. Donc j'ai un collègue qui s'était bien amusé là-dessus. Et c'est très très riche, hein. On peut également, enfin juste pour information, coder à partir donc, du boîtier également. Voilà. Maintenant, on se rapproche un petit peu, donc, alors moi en tant que prof de technologie, donc, où j'ai un peu plus de passion, c'est sur le MBOT. Donc je vais basculer. Hop. Alors le MBOT, donc c'est une base effectivement Arduino, pour ceux qui connaissent, hein, qui est bien connu pour les professeurs donc, de technologie et sûrement de sciences au lycée. Son assemblage est assez simple et rapide.
Il est réellement pas cher par rapport à tout ce que l'on peut trouver. Très performant et évolutif. Sa programmation peut se faire à partir de ArduBlock, Scratch, en langage C également, donc sur Arduino. Pilotable à partir donc, du Bluetooth aussi, donc ce qui est assez intéressant. Et puis bon, dans le cadre de la coupe robotique, il est tout à fait conforme donc, aux exigences du cahier des charges de la coupe robotique qui aura lieu, qui a lieu tous les ans depuis 3 ans maintenant et au mois de mai en général. Et il correspond bien donc au cycle 4, lycée, et je dirais même il peut aller jusqu'à l'université pour certaines expérimentations. Ces actions possibles, c'est de suivre un tracé sur sol. Donc effectivement, il a donc, des suiveurs de ligne. Ce robot, quand il vous est livré, il est juste démonté. Donc c'est juste de l'assemblage que l'on fait. C'est-à-dire le châssis est fait, il y a juste à visser et à mettre les roues. Donc c'est assez rapide et assez simple pour ceux qui commenceraient à pouvoir utiliser un robot assez simplement, quoi. Donc on peut faire plein de choses. Ce qui est assez intéressant pour commencer, c'est qu'il a une application donc, sur la tablette. Je vais vous montrer rapidement, qui est assez riche. Alors son application la plus intéressante, une des plus intéressantes, c'est Make Block. Non, pardon, autant pour moi. Si, voilà. Donc à partir de là, donc Mbot a différentes. Alors là, c'est des activités qui ont été réalisées. Donc des configurations. Mbot est configurable dans différentes caractéristiques. Par exemple, on peut faire un pilotage commandé par Bluetooth. Ça, c'est une interface que j'ai fait moi-même, qui peut être fait par des élèves. C'est assez simple. Là, il est connecté en Bluetooth. Ça s'est fait automatiquement parce que bon, il a été fait depuis longtemps. Je travaille dessus, donc il le reconnaît automatiquement. Ce qui est intéressant, c'est que là, donc, je peux le commander à distance. Donc, j'appuie sur avancer, gauche, reculer, droite. Et là, effectivement, il y a la commande ultrason, c'est qu'il mesure à chaque fois, et donc vous pouvez le voir, la distance en centimètres donc de l'obstacle qui est devant lui, quoi. Donc plus on se rapproche, on va essayer de lui mettre face à lui. Voilà, donc plus je recule. Voilà, donc on a une information sur la distance du robot à chaque fois. Donc il peut être très intéressant effectivement pour les élèves et voir directement fonctionner l'ultrason, parce que ça c'est quand même un des composants qui est très difficile à voir fonctionner, à se rendre compte quand est-ce qu'il fonctionne, quand est-ce qu'il ne fonctionne pas, quoi. Alors ce qui est intéressant dans cette fenêtre, c'est que si je me mets en mode design là-haut, donc je peux rajouter, en fin de compte c'est ce que j'ai fait, je peux rajouter autant de boutons que je veux, avec des joysticks, enfin c'est vous qui voyez. Bon, il faut qu'il y ait de la place pour pouvoir le positionner, c'est un petit peu la contrainte qu'il y a. Voilà, donc si je veux, je peux rajouter quelque chose s'il veut bien se mettre. Je vais rajouter quelque chose de plus petit, voilà. Et à partir de là, ce qui est intéressant effectivement, c'est que chacun des boutons, si j'appuie dessus, je peux rentrer dans le code et créer à partir de là ces boutons d'interface, pouvoir les programmer et leur faire faire exactement ce que je veux. Donc ça, c'est déjà des blocs qui sont déjà pré-créés, et il y a juste à dire ce que l'on veut faire de ces boutons ou de tous ces éléments, quoi. Donc vous pouvez voir, voilà, donc il y a les déplacements, il y a les affichages, j'ai différents types d'affichages, j'ai les capteurs, donc je pourrais très bien avoir sur la luminosité. Bon, là, il n'y a pas de place, il ne veut pas me le mettre, mais vous pouvez customiser aussi vos éléments. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Lorsqu'on commence, on travaille avec des choses un petit peu plus... l'élève peut très facilement créer quelque chose à partir donc, de blocs existants, quoi. Une autre application, Mblockly, celui-ci, où là, réellement, donc, je commence à utiliser donc, le langage graphique, assez basique encore. Donc c'est en anglais, mais bon, ça pose pas de problème pour personne maintenant. Et à partir de là, je peux effectivement créer, donc, à partir d'événements, des déplacements. Voilà, tout simplement. Et puis, voilà. Donc là, je fais un déplacement tout droit pendant 1 seconde, mais j'ai envie de mettre 3 secondes, et je valide. Voilà.
Donc à partir de là, je fais Go. Je vais faire Go, il va se déplacer, normalement. Est-ce qu'il est connecté? Non, il n'a pas l'air d'être connecté. Donc là, ah oui, il est en bas. Bon, il faudra le connecter avant qu'il y ait un appairage qui soit fait. Voilà pour ce qui est du Mbot. Donc très intéressant, franchement, pour les profs de techno, là je peux vous dire une chose, je vous recommande vraiment ce type de robot pour pouvoir faire travailler les élèves aussi bien, enfin surtout le cycle 4. Hein. Là, franchement, il y a de quoi travailler sur un système, l'étude d'un système, les capteurs, et puis être dans un cadre d'un projet avec des contraintes ou des déplacements particuliers. Dans le cadre de la coupe robotique, effectivement, il y a des obstacles à franchir et des courses à faire. Il est très très bien fait, quoi. Et pour finir, juste un dernier, alors je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais c'est-à-dire que là, c'est la création complète donc d'élèves réellement en troisième dans le cadre de la coupe robotique qui a été fait l'année dernière. Bon, là, il est un petit peu dénudé, hein, puisque je l'ai un peu simplifié. Ce type de robot, effectivement, il a été créé, je dirais, presque de A à Z par les élèves. Hein. À savoir, hormis donc la carte microcontrôleur et les capteurs, l'ensemble des capteurs. Donc là, il y a un capteur ultrason et 2 suiveurs de ligne. Ça, c'est les capteurs de base, hein, et il peut y en avoir énormément d'autres. Mais toute la structure a été faite par les élèves. Donc ça, c'est le cadre d'un projet qui demande à peu près 4 mois, 3-4 mois, sachant qu'en technologie, on a 1h30 par semaine, sur la réflexion, la conception, construction d'un cahier des charges par rapport à la coupe robotique et observation de ce qui s'est fait les années précédentes pour optimiser. Enfin, il y a un réel travail là-dessus. Nous, on commence souvent, donc c'est avec Arduino, on commence souvent, enfin moi je commençais quand j'étais encore l'année dernière face aux élèves, en 4e déjà, à les familiariser donc avec tout ce qui était Art-du-Bloc. Donc là, c'est un logiciel Art-du-Bloc que je peux vous montrer si vous le souhaitez, qui permet de faire de la programmation graphique, quoi. Alors, je vais vous le montrer pour ceux qui ne connaissent pas, puis on va finir là-dessus. Donc là, il y a le bloc Arduino, donc là où tout est en langage C. Donc vous pouvez très bien faire la programmation du robot en langage C pour ceux qui sont familiarisés avec le langage C. Mais vous avez aussi donc des bibliothèques et des modules Art-du-Bloc, donc qui sont beaucoup plus graphiques et beaucoup plus simples à programmer. Alors, donc c'est assez petit. Donc là, vous avez par exemple la boucle. Vous avez donc on peut voir rapidement, il y a des structures de boucles, de programmes qui sont proposées, des temps que, faire. Donc énormément de possibilités, des sous-programmes, donc des broches pour aller interroger donc certaines broches donc du microcontrôleur. On peut faire des tests, je dirais logiques, mathématiques, enfin des opérateurs mathématiques également. Il y a des variables, des constantes. On peut travailler sur la notion de temps, voilà. Enfin, des actionneurs, des capteurs. On peut aller lire aussi des informations sur les ports lorsque le robot communique. Différents types d'actionneurs, de moteurs, moteur à courant continu, moteur servomoteur, afficheur, enfin voilà. Juste vous montrer un petit programme qui est demandé par les élèves de fin de 4e, début de 3e, ultrason et servomoteur, voilà. Alors, ça peut paraître complexe, mais ce n'est pas si complexe que ça, parce que ça a été fait au fur et à mesure. Donc, très rapidement, ce qui peut être intéressant, c'est que pour travailler de manière progressive, on travaille, la notion de sous-programme en 3e est très importante, et on s'en rend compte lorsqu'on fait les robots. Donc, dans un premier temps, ce qu'on leur demande, c'est un peu de caractériser les capteurs, c'est-à-dire connaître les capteurs et voir un petit peu comment ils fonctionnent. Et à partir de là, créer des sous-programmes. Donc, ces sous-programmes-là sont très basiques, hein, c'est juste les servomoteurs qui permettent de faire avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, tourner sur lui-même. Donc voilà tous les sous-programmes qui permettent les déplacements. Et puis le programme principal, lui, donc avec une phase d'initialisation avant qu'il puisse partir. Et surtout, ce qui est assez intéressant, et c'est ce que l'on demande, enfin moi ce que je demande aux élèves, c'est de commenter un petit peu
lorsqu'ils en sont capables, ce que font chacun des blocs, quoi. Donc là, en fait, c'est tout simplement en fonction donc, de ce que peut voir le capteur ultrason, eh bien, il va avoir certaines actions, quoi. Donc s'il voit quelque chose devant lui, il va reculer ou tourner à droite. C'est ce que arrivent à faire des élèves en troisième, ça. Donc là, on arrive quand même en fin de troisième, où les élèves connaissent les boucles, connaissent un petit peu les capteurs principaux d'un robot, enfin, entre les ultrasons, suiveurs de ligne, et puis la notion de sous-programme, quoi. Et quand ils arrivent à maîtriser ça, c'est très très bien parce qu'ils arrivent à faire énormément de choses, hein. On arrive à faire des défis en classe sur des contournements d'objets, voilà. Alors, il faut savoir qu'en technologie, on travaille en groupe. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais il y a du défi entre les groupes, hein, où chacun a son rôle, et c'est là où ça devient très intéressant et très motivant pour les élèves. Voilà. Donc, pour la présentation des robots, ça a peut-être été un petit peu long, mais voilà un petit peu ce que l'on peut avoir. Voilà. Ok, merci, super. Bon, vous voyez que c'est bien un domaine extrêmement riche. Moi, ce que je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir des outils numériques qui peuvent être utilisables, qui sont utilisables on a vu la petite section de maternelle au lycée, avec une progressivité quand même extrêmement intéressante, puisque vous avez la possibilité de programmer manuellement, de programmer visuellement, de programmer avec jusqu'à la programmation en script. Et ce que vient de dire là Laurent à l'instant, de développer la capacité des élèves à travailler en groupe, à partager le travail, à mettre les élèves en situation de projet est extrêmement intéressant. Voilà. Je ne peux qu'espérer que ce type de travaux se développe dans les écoles et dans les collèges dans l'avenir, mais je crois qu'on aura l'occasion au cours de nos prochains regroupements de discuter de robotique. Bon, si vous avez des questions. Oui, alors une question. En 96, j'étais dans ces locaux, c'était l'école normale, et on avait la tortue, et on programmait la tortue. Ensuite, ça a disparu. Plus rien. En 2013, il y avait tout et son contraire sur les écrits scientifiques et éducatifs également. Et en 2015, ça revient dans les programmes. J'ai l'habitude de dire que pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc pourquoi la programmation revient? Quels sont les enjeux? Alors, moi, ça fait pas forcément longtemps que je suis dans l'éducation nationale. J'ai pas connu effectivement 96, mais par contre, une chose. Alors, je vais parler en tant que professeur de technologie. Moi, ce que je peux voir au niveau des élèves, c'est vraiment un intérêt par rapport à. C'est dans le cadre d'un projet. C'est toujours motivant et ils se rendent compte par eux-mêmes les erreurs qu'ils font sur les apprentissages qu'on leur donne, quoi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le concret valait mieux que quelques fois répéter 20 fois la même chose pour qu'ils puissent comprendre, quoi. Et là, je pense que ça, pour moi, la robotique rentre dans ce qu'on appelle l'apprentissage par l'erreur. Et c'est motivant. Et ce qui fait que ces deux aspects-là arrivent à motiver et à rendre concentré une bonne partie de la classe. Enfin, c'est l'expérience que j'en ai par rapport à des activités que j'avais en troisième qui n'étaient pas du style robotique ou qui étaient uniquement effectivement étudier un système de manière basique et quelquefois un petit peu virtuelle, puisque on n'avait pas tous les systèmes dans les classes, quoi. Donc voilà, par l'expérience du professeur de technologie. Après, je laisserai la parole à Gilles Brown pour répondre à cette question effectivement de fond. On faisait effectivement du logo dans les années 70. J'ai connu, je l'ai même enseigné. Mais ça a profondément évolué ces 30 dernières années. Dans les années 70-80, on enseignait du logo, on enseignait le langage logo. On se limitait à l'apprentissage d'une syntaxe. Là, c'est quand même beaucoup plus profond. On met beaucoup plus en avant l'aspect démarche algorithmique,
la construction de démarches, de mise en œuvre de projets, un découpage de problèmes en sous-problèmes. C'est quand même c'est ça le but de l'enseignement de l'algorithmique actuel. Hein, apprendre à comprendre une démarche algorithmique. Et on ne s'intéresse absolument pas, enfin beaucoup moins, à l'écriture et à l'apprentissage d'un langage. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la démarche et l'esprit logique. On n'est plus tout à fait dans le même esprit que dans l'apprentissage du logo des années 70-80. Je trouve que c'est une très bonne question que vous avez posée. Donc, et elle n'est pas simple du tout. Moi, j'ai l'impression, mais c'est mon analyse, hein, je suis un peu critique en plus sur ce sujet-là, mais donc je parlerai en mon nom propre et pas au nom de l'institution sur ce point-là. J'ai l'impression qu'il y a eu une collision entre trois objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a eu un constat qui a été fait au niveau économique, où tout d'un coup on s'est rendu compte qu'en France, on avait un réel manque aujourd'hui de main-d'œuvre dans l'informatique. Et là-dessus, ça a été un constat d'alerte, puisqu'il manque, je ne veux pas dire de bêtises, mais énormément de programmeurs en France, et puis il y a une fuite de ceux qui existent ailleurs, et il y a un rééquilibre sur la programmation sur les pays, en particulier l'Inde, Madagascar, etc., des pays qui sont en train de capter un peu ce marché-là. On a cru au départ que c'était que ce qu'on appelle des pisseurs de code, hein, comme on disait dans le domaine, et en fait on s'aperçoit qu'il y a aussi des ingénieurs de très haut niveau en Chine et qu'il y a une bascule complète là-dessus. Donc il y a une prise de conscience là-dessus. Et on a demandé à l'Éducation nationale de répondre à cette demande. Ça, c'est un premier élément. Pour répondre à cette demande, de toute façon, il n'y a pas 25 000 manières, c'est de préparer des jeunes à rentrer dans des universités pour suivre des filières dans le domaine. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, quand on était bon en maths, les matheux disaient, critiques, qu'il ne fallait pas faire de l'informatique, il fallait faire des maths. Hein. On n'allait pas dans les maths appliquées, quoi. On restait dans les maths pures. Mais il y a eu un gros besoin là-dessus, et ça s'est ressenti au niveau des cursus par, quand on regarde l'histoire, tout d'abord l'obligation en prépa, au concours, hein. Maintenant au concours c'est obligatoire, il y a un enseignement obligatoire en classe prépa, avec un vrai problème sur la nature des profs qu'on met en classe prépa pour enseigner l'informatique. Mais si vous préparez les concours pour passer les grandes écoles, il y a une épreuve d'informatique. Donc ça, c'est quand même un mouvement assez fort. Ça, c'était le premier point. Après, il y a un courant, disons, je trouve, un peu plus idéologique pédagogiquement, qui a toujours existé, sur lequel on pourrait discuter, c'est-à-dire la programmation en tant que telle, un enseignement de la programmation jeune, structure structure la pensée des jeunes, leur permet d'avoir une approche plus logique, etc. Mais sur le fond, quand on réfléchit à cet argument, il s'applique absolument à tout. À tout. Vous prenez la grammaire, vous prenez le calcul, vous prenez les sciences de la vie de la Terre. Je ne suis pas persuadé, je ne dis pas que c'est mauvais de faire de la programmation jeune ou de la robotique, pas du tout. Mais disons que c'est quand même, ce sont des outils qui ne nécessitent pas aujourd'hui, peut-être, ils sont très utiles dans la classe, mais le prof des écoles, il peut le faire, et ça ne nécessite peut-être pas l'émergence d'un cours informatique à l'école primaire. Bon, voilà. C'est un débat qu'on a ressenti. Hein. Relisez le rapport de l'Académie des sciences, il est assez fort. Relisez le rapport du Conseil numérique là-dessus. Il y a des instructions très fortes. Hein. Mais là, c'est un argument qui n'est pas tout à fait le même, qui n'a rien à voir avec le premier, qui est de dire, bon, ça structure peut-être la pensée, etc. Je pense qu'il se discute. Hein. Je suis personnellement de ceux, si l'histoire me donne raison, nul n'est prophète dans son domaine, mais qu'aujourd'hui, pour être un bon informaticien, si c'est vraiment la première direction qu'on prend, on a intérêt à faire beaucoup de grammaire quand on est à l'école et beaucoup de français. Bon, ça, c'est mon avis, parce que on ne fait pas de l'informatique si on n'est pas structuré d'un point de vue logique. Donc il faut, et si on ne comprend pas comment fonctionne le langage. Et j'ai même peur, si je vais plus loin, et là, ça n'engage vraiment que moi, qu'en rajoutant un nouveau code à des enfants qui ont déjà énormément de mal à leur propre code d'apprentissage du français, des maths, etc., il va falloir qu'on travaille un peu plus pédagogiquement là-dessus. Alors peut-être qu'un des codes peut aider un autre code, etc.,
Mais moi, je me rappelle très bien mon expérience personnelle. Je suis arrivé pour apprendre l'anglais au collège. J'ai la CEG à l'époque, bon, peu importe. Et le premier cours d'anglais, j'ai vu au tableau d'écriture phonétique. Je ne comprenais rien à ce qu'on me racontait. Parce que c'est un nouveau code. Et ça, j'en ai gardé une trace quand même assez forte. Personne ne m'expliquait le nouveau code. Je débarquais là-dessus. Bon, c'est pour ça que je parle très mal anglais aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est disons, le deuxième. Et puis, il y a un troisième élément. Je crois que c'est un peu ce mixte de ces trois qui a émergé récemment et dont on parlait. C'est l'éducation aux médias et à l'information. L'idée étant de dire, on est de plus en plus, disons, dans un environnement, pas de plus en plus, mais on est dans un environnement où les médias sociaux, les réseaux sociaux en particulier, nous structurent. Il faut absolument qu'en tant que citoyen, on comprenne leur fonctionnement et qu'on les analyse. C'est recevable comme argument, c'est pas... comment Facebook vous met en avant les profils, comment, etc., etc. Bon, vous voyez bien comment Google... ceci dit, s'il y a une personne ici qui sait comment fonctionne l'algorithme de Google, qui vient de me voir à la fin, je vous signale qu'il est secret du reste. Personne ne... Bon, bref. C'est très, 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 très compliqué. C'est des millions de lignes de code, même plus que ça. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Par contre, cet enseignement-là, de faire comprendre à des jeunes, dès le collège, même probablement à l'école primaire, ce que c'est que la pensée informatique et l'algorithmique et comment fonctionne, que derrière, c'est pas magique. Ça, c'est un enjeu qui est un enjeu de médias, ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information. C'est fondamental aujourd'hui pour la vie de nos jeunes de demain. Mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est la collision de ces trois trucs. Et ça se traduit assez maladroitement, en général, dans les politiques publiques. C'est-à-dire que quand on regarde, moi j'ai un peu de mal des fois, j'étais aux premières lignes sur ce sujet-là, et donc j'ai été pris en grande difficulté. La facilité, c'est de dire, bon, on fait du code à l'école, point. C'est-à-dire que c'est une solution un peu de facilité. Si on va un peu plus au fond, il va falloir exactement on sache qu'est-ce qu'on fait et que l'on donne un peu des arguments, voire qu'on a jusqu'à l'évaluation de ce qu'on est en train d'enseigner. Ça, je peux me permettre de le dire comme ça, parce que bon, la fonction me permet de le dire. Je ne suis pas sûr que tous les jours, je comprenne très bien quand il y a il faut faire de la programmation à l'école, oui d'accord, mais il ne faut pas faire peut-être probablement n'importe quoi. Il ne faut peut-être pas encore plus rajouter aux problèmes qu'ont nos gamins parfois sur des apprentissages. Donc il faut manipuler ça avec, disons, d'après moi, une grande attention et lire à travers ce qui... Moi, la réponse qui est faite, c'est qu'à un moment donné, moi j'étais de ceux qui ont fait les tortues logo, j'étais aux premières lignes. Je faisais voir l'article justement sur le robot qui est là. Le premier article sur l'Ego Logo, l'invention, c'est Resnick, Michel Resnick, un jeune américain qui avait à l'époque 20 ans. Aujourd'hui, il en a 55. C'était en 1988 qu'il a inventé l'Ego Logo. Donc il faut comprendre ce recul aussi. Ça n'a pas fonctionné là-dessus parce que justement, on n'avait pas les bases un peu pédagogiques et de savoir qu'est-ce qu'on faisait avec des gamins. Faire de la programmation pour de la programmation, je pense qu'on fait fausse route. Voilà. Si on fait de la programmation pour leur faire comprendre comment marche un ascenseur, qu'est-ce qui se passe quand je prends le métro à Paris, bon, ici il n'y a pas, mais c'est important de voir qu'est-ce qui se passe quand je mets mon ticket, comment marche une carte bleue, que derrière il y a du code. Et si ça permet de le faire comprendre, tant mieux. Mais il faut avoir une vision, d'après moi, un petit peu plus prospective. Mais entre ce qu'on demande à l'école primaire et ce qu'on demande en classe prépa, pas tout à fait la même chose. Là-dessus, c'est greffé, je finirai là-dessus, la question de la discipline informatique. C'est-à-dire la création d'un CAPES et d'une agrégation d'informatique. Alors, je ne sais pas si dans la salle, je vais probablement me faire beaucoup d'ennemis, mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut créer un CAPES et une agrégation d'informatique? C'est la question qui a été posée, qui est reposée. Qu'il faille des gens compétents pour enseigner l'informatique en classe prépa, c'est évident. Qu'il faille des gens complètement compétents pour enseigner l'ICN et l'ISN. On pourrait discuter des heures sur ICN et ISN, mais bon, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. C'est évident. Quelle formation on leur donne, c'est un point essentiel en SP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un truc facile. De là à savoir s'il faut créer un CAPES, une agrég, c'est autre chose.
Je signale que si aujourd'hui on a des agrégés d'informatique, on aura les mêmes problèmes, même bien plus importants que les agrégés de maths ou les certifiés de maths. On n'en a pas, hein, on en cherche, pas pour rien. Alors les agrégés d'informatique, je suis sûr que si on le crée, il n'y en a aucun qui restera dans le secondaire. Hein. Ils iront soit à l'université parce qu'il manque de maîtres de conf, soit dans l'industrie, parce qu'on en manque aussi. Donc est-ce que c'est à nous, en tant qu'institution scolaire, à créer un concours qui sera obligatoirement un concours dont les personnels s'évaporeront immédiatement? J'en suis pas persuadé. Mais bon, tout ça, c'est actuellement des débats. Hein. Débat souvent, moi je lis tous les journaux, à chaque fois qu'il y a un article de journal sur le sujet, je le lis, et j'ai un peu de mal à y trouver des arguments un petit peu... les 3 arguments que j'ai donnés, il n'y a que ceux-là que j'ai trouvés. J'essaie de les décortiquer, mais... Parce que bon, mais c'est un débat intéressant, en tous les cas. C'est pas... Et moi, pédagogiquement, aujourd'hui, la question que je me pose au primaire, auquel personne ne répond, c'est ce qu'on appelle la collision dans l'apprentissage des codes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin aujourd'hui qui est confronté à des apprentissages? Alors ici, je ne sais pas, mais des apprentissages de... Les gamins, ils arrivent au collège, ils n'ont pas les codes. Donc, qu'est-ce qui est le plus optimal aujourd'hui? Peut-être que c'est le numérique, hein, peut-être que c'est le codage. Mais qu'est-ce qui est le plus optimal pour que des gamins qui sortent de l'école primaire soient structurés? Parce que ce n'est pas le cas. C'est ça, les règles de grammaire, des règles de fonctionnement du langage, en mathématiques, on le voit. Si ça sert à ça, c'est extraordinaire. Mais ça doit être notre objectif, en tous les cas. Et si ça peut servir d'adjuvant pour le faire, tant mieux. Quoi. Mais c'est des questions. Quoi. Moi, c'est un peu mon point de réflexion actuel. Je dois dire que quand j'ai visité des salles de classe aujourd'hui, vous les verrez plus que moi, je suis resté très souvent sur ma faim. Je sortais, je suis quand même, on ne va pas dire que je suis contre le numérique à l'école, mais des fois je sortais, je me disais, est-ce que vraiment l'objectif, il a été pensé là-dessus? Pas persuadé que ça soit toujours le cas. Pas persuadé. Quoi. Donc c'est intéressant de développer des scénarios qui poussent à ça. Je n'en dirai pas plus, parce qu'après je vais être trop critique. Et puis Merci pour vos réponses. Je voulais savoir pour tes robots, est-ce qu'ils coûtent cher et les logiciels qui vont avec, est-ce qu'ils sont gratuits? Pour les robots, ils sont chers, tout est relatif. Je vais te donner le prix, tu le jugeras par toi-même. Donc, tarif arrivé sur le territoire. Hein. Donc, pour ce qui est du Bibot, donc 78 €. Je vais donner en euros parce qu'on nous a facturé en euros. Hein. Pour le Bluebot, 200 €. Pour le ProBot, oui, avec le bundle, là, voilà, l'ensemble. Le ProBot, 208 €. Donc, sans le stylo. Mais avec le logiciel, donc voilà, qui doit être payant, donc c'est peut-être ce qui justifie le tarif. Le Timio. Donc le Timio 2, effectivement, wireless, parce qu'il y a deux versions, donc 160 €. 160 €. Il y a des valises de 10 Timio de 1500 €. Donc voilà. Donc, pour continuer, donc le M-Bot, 125 €. Donc, et le Lego, donc Mindstorm, 342 €. Alors ça, effectivement, on voit que le robot, c'est un coffret qui contient avec plusieurs actionneurs que j'ai pas tous installés dessus, quoi. Et il y a des Lego, enfin je veux dire, il y a des montages possibles tout autre, quoi. Donc il y a des configurations possibles du robot, quoi. Et Arduino, donc je dirais un petit peu uniquement les composants de base et en comparaison pratiquement avec le M-Bot, puisque il s'en rapproche le plus, pour avoir à peu près les mêmes fonctionnalités, 120 €. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc c'est vrai que c'est pas forcément excessif pour certains.
par rapport aux usages que l'on peut en avoir dans un programme ou sur différents niveaux et cycles, quoi. Mais bon, en classe, c'est vrai qu'on ne va pas en acheter un seul. Enfin, c'est un petit peu difficile de travailler avec un seul robot. Donc, effectivement, voilà. Après, il faut s'organiser. Il faut savoir comment vous organisez dans vos classes, avec vos collègues et tout. Et bon, voilà les tarifs. Ouais. Et tous les logiciels que je vous ai présentés sont gratuits. Hein. On n'a rien acheté. Sur tablette, c'est gratuit. Il y a peut-être uniquement celui-ci, effectivement, donc Logo qui doit être payant, mais intégré, quoi. Voilà. Plus de questions? Eh bien, merci bien.